nous allons entamer donc la deuxième séquence, deuxième table ronde, deuxième atelier de ces 24 heures des Français de l'étranger. Marlène, c'est à toi. Bonjour, merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce moment d'échange sur la majorité présidentielle. Donc, je me présente, je m'appelle Marlène Debouc, j'habite à Londres depuis 20 ans. Je suis référente La République En Marche en Europe du Nord et je suis candidate sur la liste de Patricia Connell En Marche Ensemble en Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord. Je vais commencer déjà par présenter nos modérateurs. Donc, nous avons Jean-Marc Liner qui est candidat tête de liste au Japon sur la liste En Marche Japon. Ensuite, nous avons Élise Léger qui est à Sydney, qui est candidate aux élections consulaires en Australie, Papouasie et Nouvelle-Guinée. Elle est tête de liste de la liste Solidarité Français en Australie. Elle est également référente toute politique de la 11e circonscription. Ensuite, je vais vous présenter notre premier intervenant, qui est Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, et bien sûr président d'Agir, la droite constructive. Donc, monsieur le ministre, vous avez une dizaine de minutes, je vous laisse la parole. Merci. Bien, écoutez, bonjour à tous. Merci Marlène, merci Anne et merci à toutes celles et ceux qui sont présents pour ce webinaire et pour ces 24 heures importants parce que, comme ça a été dit, la vie des Français de l'étranger et les élections qui arrivent sont absolument clés pour nous qui sommes engagés en politique et qui voulons représenter les Français dans leur diversité et quel que soit leur lieu de vie, mais aussi pour nous, le gouvernement, dans l'action au quotidien, pour faire en sorte que nos politiques n'oublient personne. Alors, je suis très heureux de participer avec vous donc à ces 24 heures. Malheureusement, Tokia Saifi, qui a préparé ces élections consulaires pour Agir, est souffrante aujourd'hui, donc elle ne pourra pas être à nos côtés, mais elle est très engagée. Vous la connaissez, ancienne ministre. C'est une femme d'exception qui a été députée européenne et qui, pour Agir, a préparé ces élections avec un très gros travail de fait, avec notamment Jérémy Michel qui a été très impliqué pour essayer de proposer des actions qui permettront de changer concrètement la vie des différents Français de l'étranger en matière d'éducation, en matière de fiscalité, en matière de santé, en matière économique aussi. Et c'est évidemment quelque chose que je suis particulièrement dans mes fonctions gouvernementales. Mais je suis aussi là en tant que président d'Agir, Agir qui est une des composantes aujourd'hui de la majorité présidentielle, un parti qui a été créé par un collectif d'élus et de militants qui ne se retrouvaient plus du tout dans la politique des Républicains, qui ont fait très clairement le choix, le soir du premier tour de l'élection présidentielle, d'appeler clairement à voter pour Emmanuel Macron et qu'on décidé simplement de répondre positivement à la main qu'ils tendaient à toutes celles et ceux qui voulaient contribuer à faire de ce quinquennat une réussite pour la France. Et donc, nous avons créé un parti de droite. Nous sommes issus de la droite et du centre-droit, fiers de nos valeurs, fiers de notre histoire, mais en même temps constructifs. C'est pour ça qu'on s'appelle la droite constructive. Constructif parce que nous voulons faire réussir la France. Et la transformation du pays opérée par le président de la République nous paraît essentielle pour l'avenir de notre pays. À l'origine, le président de la République n'était pas issu de notre famille politique, nous opposer à lui. Nous voulons au contraire l'aider à réussir son challenge, étant donné en plus sa volonté de rassembler, de dépasser les clivages partisans au service de notre pays. Nous voulons, et ça reste notre marque de fabrique, mettre notre pays avant les intérêts de notre parti. Pour autant, nous sommes décidés à ne pas mettre nos valeurs et nos idées dans notre poche, celle de la droite et du centre. Aujourd'hui, nous avons un groupe à l'Assemblée nationale qui fait partie de la majorité, de la maison commune à l'Assemblée nationale, un groupe qui est présidé par Olivier Becht, député du Haut-Rhin, et nous avons un groupe aussi au Sénat qui est présidé par Claude Maluret, qui est sénateur et qui est bien connu de ceux qui regardent avec attention les interventions du Sénat sur Internet notamment. Et nous voulons contribuer de plus en plus à faire de cette dernière année du mandat, du premier mandat d'Emmanuel Macron, une réussite pour notre pays, tant à l'Assemblée, au Sénat que dans les territoires. Nous avons préparé avec les autres membres de la majorité présidentielle, je pense bien sûr à La République En Marche, avec le MoDem, avec Territoire de Progrès, les élections départementales et régionales. Ça n'a pas toujours été simple, nous nous sommes parlé et nous avons trouvé des solutions dans les territoires pour porter des projets
et des candidats à la hauteur de ce qu'on peut attendre lorsqu'on fait partie de la majorité présidentielle. Et nous voulons, encore une fois, au niveau aussi des élections consulaires, participer à ce mouvement qui est un mouvement fort de rassemblement derrière le président de la République et derrière ce qu'il porte pour notre pays. Voilà, Marlène, ce que je pouvais dire en introduction. Peut-être que j'aurai l'occasion, dans les questions tout à l'heure, de pouvoir les questions de mon ministère. Parfait, je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Je vais maintenant donner la parole à Anne. Anne Jonté, je ne suis pas sûre que je vais te représenter, donc députée de la 11e circonscription des Français de l'étranger, et donc Europe orientale, Asie et Océanie. À toi. Merci Marlène. Voilà, je rejoins complètement les propos de notre ministre Franck Riester sur la façon dont nous travaillons à cette maison commune. J'ai beaucoup aimé son propos sur le fait que nous allons préparer donc le deuxième mandat du président Macron, et c'est vraiment dans cet esprit-là que nous travaillons, et notamment Franck travaille, et il y reviendra, je crois, tout à l'heure sur le périmètre propre de son ministère qui concerne d'ailleurs en partie les Français à l'étranger également. Donc la République en marche est complètement en phase avec le modèle que nous avons tous à faire pour trouver des pistes d'atterrissage communes. Et grossièrement, nous avons la même ambition qui est d'avoir un pays efficace, qui pèse dans le monde et qui permette à chacun de vivre dignement et de manière très autonome et très respectée. C'est vraiment ce que nous portons. Voilà l'essentiel. J'ai pas mal parlé tout à l'heure, je vais peut-être maintenant laisser la parole au suivant. Je crois que nous avons également le MODEM et Territoire de Progrès qui vont expliquer comment il fonctionne au sein de la maison commune et ce qu'il propose. Merci beaucoup, Anne. Donc, je vais passer la parole à Frédéric Petit, qui est député de la 7e circonscription des Français de l'étranger, donc Allemagne, Europe centrale et Balkans. Et il est également il est secrétaire adjoint général du Parti démocrate européen et il est membre du MODEM. Voilà, c'est à vous. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Bien. Je ne vous vois pas, moi. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je vais effectivement présenter également comment on se situe au MODEM. Donc d'une part, le MODEM, on a une particularité, c'est qu'on est plus ancien, disons. Je remonte souvent cette filiation à des choses qui sont importantes dans l'Europe d'aujourd'hui. Et l'Europe est quelque chose qui est au cœur de nos valeurs au MODEM et de notre travail. Vous avez dit que effectivement, je viens d'être nommé secrétaire général adjoint du Parti démocrate européen. Je vous remercie d'avoir cité ça parce que ça fait 15 jours et j'avoue que je suis pas encore dans la fonction. Il faut travailler. Mais donc, pourquoi je dis ça, c'est que très souvent on fait remonter notre filiation à des gens comme Emmanuel Mounier entre deux guerres. Vous savez que le Parti démocrate qui existait entre les deux guerres en France est le seul parti à avoir voté contre les accords de Munich. C'est des choses qu'on rappelle peu, ça, en 38. Voilà, et puis toute la filiation qui a suivi. Et effectivement, avec cette clarification, plutôt que rupture en 2002, quand un certain nombre de gens qui sont au centre disent quand on pense tous pareil, on ne pense plus. Voilà, donc c'est pas parce que un président a été élu avec 84% des voix qu'il doit imaginer que 84% des Français vont penser la même chose. Et donc c'est de là que s'est passée toute cette histoire avec énormément de traversées du désert, effectivement. Voilà, on est ce qu'on appelle depuis le début et qui souvent finit par régler les différends qu'on peut avoir ensemble. On estime qu'on est très loyal et très exigeant. Donc voilà, c'est notre marque de fabrique. Alors pour les Français à l'étranger, il y a quelque chose de très particulier qui est qu'on est aussi un peu ancien, puisque d'abord on a des sortants. On a des sortants, alors UDI on a aussi, et Agir en a aussi un ou deux, ce qui est logique puisqu'on est là depuis plus longtemps. Et puis on a des sortants à l'AFE aussi, des gens très engagés à l'AFE, des historiques de l'AFE qui sont quand même des gens importants et l'AFE est une assemblée d'experts, hein, je le dis souvent, c'est des gens ce sont des citoyens experts, ils sont complètement citoyens et complètement experts, ce qui est très important. Voilà, moi je me souviens en 2009, quand quelqu'un qui doit être autour de la table virtuelle qu'on représente aujourd'hui,
au congrès d'Arras, qui était un magnifique congrès du MoDem en train de naître, qui me fait penser à ce que mes amis marcheurs sont en train de vivre dans cette période. Nous avait déjà contacté tous ceux qui habitaient à l'étranger pour faire une fédération des Français à l'étranger à l'intérieur du MoDem, qui existe maintenant. Sa secrétaire générale est Marianne Magnin à Londres. On a un bureau de 6 ou 7 personnes. On travaille surtout depuis la crise de manière assez continue. Voilà, ce que je voulais dire et qui me semble le plus important, parce que c'est une spécificité qu'on rappelle peu, c'est que ce qu'on pourrait appeler cette force centrale de notre République et de la vie politique française, elle est extrêmement majoritaire parmi les Français à l'étranger. C'est-à-dire que même chez nous, des gens qui se revendiquent de LR me disent carrément et m'ont dit carrément, écoute, je crois qu'il y en a même un qui l'a dit à Anne et que Anne a accepté. Ils ont dit, bon, nous, effectivement, historiquement, on est LR, mais on n'a rien à voir avec ça et on veut travailler avec vous, y compris de l'autre côté. Il y a des gens autour de cette table qui sont exactement de l'autre côté. Donc je crois que ce que nous représentons pour les Français à l'étranger dans cette majorité centrale, comment dire, est majoritaire et que c'est à nous de la représenter et de comprendre ce que ça veut dire pour l'avenir du pays. Voilà, merci. Je répondrai à toutes les questions qu'on voudra me poser éventuellement. Je vous remercie. Je vais maintenant passer la parole à quelqu'un que je connais très très bien, Véronique Revoy, qui est à Oslo. Donc elle est sur la liste de la majorité présidentielle pour les consulaires avec Mathilde Quilleret pour le MoDem En Marche, donc pour la Norvège et l'Islande. Elle a rejoint le territoire de progrès depuis son lancement en février 2020. Elle est co-déléguée des Français de l'étranger dans les instances provisoires et qu'elle forme avec Pierre-Yves Leborgne. À toi, Véronique. Effectivement, Marlène, bonjour à tous. Merci de me recevoir et puis de donner l'opportunité de présenter un petit peu le petit dernier, Territoire de progrès. Comme tu dis, Marlène, Territoire de progrès a été fondé en février 2020, donc vraiment au cœur de la crise et on fonctionne beaucoup en ligne d'ailleurs. Pour ma part, je suis en Scandinavie. Voilà, et c'est une terre de démocratie sociale, enfin, qui est reconnue à travers le monde et aussi par les marcheurs. Et c'est un petit peu la sensibilité, ou complètement la sensibilité de Territoire de progrès. Si on peut définir un petit peu Territoire de progrès, c'est l'aile plutôt social-démocrate, européenne, centre-gauche de la majorité présidentielle. On a toute notre part dans la maison commune. Alors, ça a été donc fondé en 2020. Est parrainé par 2 ministres, Jean-Yves Le Drian et Olivier Dussopt. Et depuis, on grandit vraiment de manière régulière avec des adhérents. Donc, c'est un parti indépendant, Territoire de progrès. Il faut comme agir comme le MoDem. Voilà. On a autour de nous maintenant, en dehors de Olivier Dussopt et Jean-Yves Le Drian, 5 autres ministres, une quarantaine de députés qui ont la double affiliation, et puis des députés et des sénateurs d'ailleurs. Excusez-moi, c'est des parlementaires. Voilà, notamment Richard Young, que plusieurs d'entre vous connaissent. Voilà. Et récemment, une eurodéputée nous a rejoint. Elle fait partie du groupe Renew au Parlement européen. Alors, on est présent également dans les consulaires. On est aussi présent en France, bien évidemment, sur les territoires. Pour les départementales et les régionales, avec des têtes de liste présentes au travers du territoire. Et puis sur les consulaires, en gros, on est présent à peu près sur tous les continents et on a des personnes qui sont soit têtes de liste, soit comme moi, colistiers en ce qui me concerne. Donc, Marlène l'a dit, je suis en Norvège et je suis engagée aux côtés de Mathilde Quilleret, qui est du MoDem, qui est notre tête de liste pour Norvège-Islande. On a aussi Clément Molinier, qui est, lui, actif dans le comité Norvège-Islande. Voilà, donc on est présent en tant que maison commune en Norvège et en Islande, et puis sur l'Europe du Nord. Pour le reste, pour ce qui est de la poursuite pour Territoire de progrès, je vais juste vous indiquer qu'on est en train de préparer notre congrès fondateur qui, normalement, devrait avoir lieu en septembre et on espère en présentiel
Pour cela, on a déjà fait une plateforme programmatique dans laquelle, avec Pierre-Yves Le Borgne, qui est mon binôme sur la délégation des Français de l'étranger, on contribue. De nombreux groupes de travail sont constitués et participent de manière très active et très collaborative. Et on souhaite l'enrichir. Donc, on vous invite à nous rejoindre et vous trouverez Territoire de Progrès très facilement sur le web, sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci beaucoup, Véronique. Je vais donner à nouveau la parole à Monsieur le ministre Franck Riester qui souhaitait parler de son portefeuille ministériel. Donc, Monsieur le ministre, si vous souhaitez prendre la parole. On a perdu le ministre? Non, c'est ça. J'étais là, dans tous les boutons, je n'arrivais pas à remettre le son et la lumière. D'accord, bon, c'est à vous. Non, mais simplement parce que pourquoi je voulais revenir un tout petit peu sur mes missions ministérielles, c'est que c'est quand même évidemment très en contact avec les Français de l'étranger, parce que d'abord, je suis en charge du commerce extérieur, avec dans cette partie-là deux fonctions différentes. D'abord, gérer avec les autres États membres et la Commission européenne la politique commerciale de l'Europe et donc de la France vis-à-vis des partenaires de l'Union européenne. Et donc, c'est toute la politique des accords de libre-échange, c'est toute la politique d'instruments juridiques pour protéger nos entreprises. Et nous sommes dans un moment clé puisque nous sommes au moment de la révision de la stratégie de notre politique commerciale. C'est à peu près tous les 5 ans que ça se passe. Là, on est en plein dedans. Jeudi prochain, j'ai un conseil des ministres du commerce où nous allons donner la position des États membres sur la contribution de la Commission à cette revue stratégique. C'est très important parce qu'on prépare finalement la politique commerciale européenne du 21e siècle qui va être relativement profondément différente de la précédente, avec notamment des instruments qui vont nous permettre de mieux défendre nos entreprises, être beaucoup moins naïfs par rapport à certains pays qui utilisent des moyens déloyaux pour rentrer en concurrence avec nos entreprises. Et puis, on veut prendre en compte des préoccupations nouvelles qui n'étaient pas prises en compte jusqu'alors dans notre politique commerciale. Et bien évidemment, ce sont les problématiques et les préoccupations de développement durable, l'environnement, les droits sociaux, pour que notre politique commerciale puisse permettre de faire évoluer nos partenaires commerciaux sur ces questions-là quand c'est nécessaire. Et c'est la France, c'est le président de la République qui a été à l'initiative de cette réforme en profondeur qui, j'en suis certain, va valoriser finalement l'action de l'Europe et lutter contre certaines pratiques déloyales de nos pays, avec des pays avec lesquels nous sommes en concurrence. Deuxième axe de cette partie commerce extérieur, c'est l'animation de la Team France Export, c'est-à-dire de toutes celles et ceux qui contribuent à accompagner les entreprises françaises à l'étranger. Je pense bien sûr à BPI France, à Business France, aux chambres de commerce et d'industrie en France, mais aussi les chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger, les conseillers du commerce extérieur de la France, sous le chef de fila des régions dans les territoires et en lien avec nos postes diplomatiques, je le disais, les chambres de commerce et d'industrie françaises à l'international et bien sûr les conseillers du commerce extérieur de la France et les entreprises françaises qui sont installées à l'étranger ou des entreprises qui sont des entreprises de droit des différents pays que vous connaissez bien et qui sont dirigées par des Français ou créées par des Français. Et cette Team France Export, cette équipe de France à l'international, j'ai le grand honneur de l'animer avec des outils pour ce faire. C'est les outils qui sont mis à disposition par l'État et les régions pour accompagner nos entreprises. Et vous savez que dans le plan de relance, dans France Relance, il y a une partie pour l'export, ce qu'on appelle le plan de relance export. Ce sont un certain nombre de moyens renforcés ou d'outils complémentaires par rapport à ce qui existait précédemment pour amplifier notre déploiement international. Nous sommes convaincus avec le président de la République et le gouvernement que pour réussir la relance, nous devrons accélérer à l'international et pour ça, nous y mettons les moyens, l'énergie et la détermination que vous connaissez au président de la République et aux membres du gouvernement. Voilà, c'est la partie, je dirais, commerce extérieur, mais j'ai aussi une partie sur l'attractivité, c'est-à-dire sur les investissements qui sont faits en France.
En 2019, grâce au travail de transformation du pays initié par le président de la République, la France était devenue, en Europe, le pays qui accueillait le plus d'investissements étrangers sur son sol, devant l'Allemagne, devant la Grande-Bretagne. Et ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'une politique ambitieuse de transformation, d'amélioration de la compétitivité du pays avec des baisses de la fiscalité pour les entreprises, d'assouplissement de l'organisation des entreprises, d'investissement dans la recherche et l'innovation, dans la simplification des démarches administratives. Et ce processus vertueux, nous l'amplifions avec le plan France Relance, puisque en misant sur les technologies d'avenir, en misant sur, encore une fois, la compétitivité du pays, nous renforçons son attractivité. Et donc, nous avons mis en place et modernisé ce qu'on appelle la Team France Invest. Tout à l'heure, je parlais de la Team France Export, la Team France Invest. Là, ce sont tous les acteurs qui contribuent à l'installation d'entreprises en France pour créer de l'emploi en France et faire en sorte que nous puissions avoir la meilleure dynamique possible. Et enfin, j'ai un dernier élément dans mon portefeuille, c'est la communication de la France à l'international. C'est ce qu'on appelle la communication de la marque pays France. D'autres pays, dans le passé, ont su mobiliser des moyens de communication pour mieux mettre en valeur leur pays. Je pense par exemple à la Grande-Bretagne avec la campagne de communication Great, qui a été mise en place notamment après les JO de Londres. Et nous voulons maintenant, nous aussi, avoir une campagne de communication dans un certain nombre de pays dans un premier temps, mais ensuite d'une façon très large, pour mettre en valeur la France, pour mettre en valeur notre pays, sa force, son innovation, les femmes et les hommes qui, en France et à l'étranger, portent haut et fort les valeurs françaises et font rayonner notre pays partout. Et cette campagne, elle va commencer à l'été et elle permettra aussi de mettre mieux en avant toutes les marques filles que vous connaissez, French Tech pour la tech, French Fab pour l'industrie, French Healthcare pour la santé, Test France pour la gastronomie. Et finalement, ça sera une campagne de communication qu'aura à cœur, j'en suis certain, de relayer la communauté française à l'international pour que vraiment cette équipe de France à l'international soit encore plus forte, chasse, comme on le dit souvent, davantage en meute, en s'appuyant bien sûr sur les entreprises qui exportent, bien sûr sur les groupes qui sont installés à l'étranger, mais aussi, et ça c'est ma volonté très forte, de nous appuyer aussi sur les entreprises qui sont des entreprises de droit des différents pays où elles sont installées, mais qui sont détenues et créées par des Français. Voilà, Marlène. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Anne, je pense que tu souhaitais prendre la parole. Oui, et je voulais souligner et remercier Monsieur le ministre de ces propos et dire à tous nos concitoyens qui sont présents là aujourd'hui, leur dire, vous voyez, la différence aujourd'hui, c'est que maintenant, nous avons un ministre déjà de plein exercice et qui vraiment a compris et entend la valeur que nous pouvons lui apporter. Je voudrais, Monsieur le ministre, vous apporter cet exemple d'un entrepreneur français qui a créé sa structure de droit local, c'était aux Philippines, et son métier, c'est de distribuer des produits électriques fabriqués en France aux Philippines. Eh bien, il est dans une entreprise de droit local, il n'a aucun lien juridique avec la France. Mais sans lui, nous avons une branche export là, de la France qui s'écroulerait, qui n'existerait pas. Alors peut-être pourrait-il passer par d'autres structures, mais il existe et c'était important de pouvoir savoir qu'il existe et le soutenir. Et je sais qu'il y a des tas de choses qui ont été mises en place et je voudrais notamment souligner les VIE qui vont être maintenant accessibles à des entreprises de droit local à travers la structure des chambres de commerce à l'international. Donc moi je suis enchantée de voir combien, voilà, on a une structure qui est en train de se mettre en place, on s'appuie sur nos ressortissants à l'étranger et dans ce schéma, eh bien, nos conseillers des Français à l'étranger, Monsieur le ministre, je suis certaine que vous pourrez compter sur eux pour qu'eux aussi puissent porter cette marque France, la défendre et montrer que la France, c'est autre chose que juste de la gastronomie et du luxe qui sont deux secteurs formidables, mais que nous avons aussi beaucoup d'autres talents et je suis certaine que nos conseillers, parce qu'ils seront en contact avec tous ces acteurs de la marque France partout, sauront porter et valoriser notre marque France et contribuer à la campagne que vous lancez. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci, Anne. Merci. Donc maintenant, Élie et merci Anne. Élise et Jean-Marc, je vous laisse. Ok, alors bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ici, on vous entend. Bon, alors, merci, Monsieur le ministre. Alors, je vais juste faire une petite rectification. C'est que je suis au Japon, donc, et je suis tête de liste Agir pour une liste qui regroupe Agir, En Marche et le Modem. Hein, donc, c'est juste pour préciser un petit peu parce que, bon, donc au Japon, on est allié dans
dans la maison pour soutenir le président de la République. Mais voilà, nous avons une liste commune entre les trois partis de la majorité. Donc, merci pour votre intervention et vos explications. Simplement, maintenant, on a des questions un peu plus précises sur la crise et sur ce qui se passe actuellement. Avec la crise du Covid au Japon, même si on a été moins touché qu'ailleurs, un certain nombre d'entreprises, d'entrepreneurs ont été très touchés, et justement des entrepreneurs qui sont de droit japonais. On a aussi beaucoup de gens, de jeunes qui ont perdu leur emploi, que ce soit dans l'hôtellerie, dans la restauration, des guides touristiques, etc. Et pour ces jeunes-là, on a créé un groupe qui s'appelle Emploi Japon. On a maintenant 900 membres derrière. Voilà, alors je voulais savoir un petit peu ce que le gouvernement prévoyait un petit peu pour aider justement à la fois les entrepreneurs qui ont subi la crise du Covid et puis tout ce groupe de jeunes qui sont actuellement, qui ont des difficultés pour trouver du travail, pour une formation, etc., pour des relais, pour problème de visa. Voilà, qu'est-ce que vous pourriez proposer à tous ces jeunes? D'abord, je voudrais vous remercier et vous féliciter pour votre engagement à essayer d'une façon collective de trouver des solutions localement en faisant marcher un réseau et une forme de solidarité si importante dans des moments difficiles. Donc, bravo pour ce que vous faites. Deuxièmement, le gouvernement, en 2020, a fait voter une contribution de 50 millions d'euros pour un fonds qui permet de venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin, qui sont des entrepreneurs français de droit local et qui ont des difficultés financières et sociales très importantes. Ces 50 millions d'euros, pour l'instant, ils n'ont pas tous été consommés, donc on les a prolongés sur 2021. C'est vraiment géré par directement les ambassades et c'est un fonds qui est très utile, mais qui ne répond pas à toutes les problématiques, effectivement. Deuxième point, c'est que il est très important de faire appel effectivement au réseau et c'est pour ça que vraiment, dès le début de mon intervention, je voulais vous remercier pour ce que vous faites parce que c'est aussi par la solidarité française qu'on peut trouver des solutions pour ceux qui sont le plus dans la difficulté ou qui ont besoin de retrouver un emploi ou une activité. Troisièmement, et de ce point de vue-là, les ambassades jouent un rôle essentiel et les consulats aussi. Toutes les équipes consulaires, je le sais, dans les pays sont vraiment des interlocuteurs exceptionnels pour nos compatriotes partout où ils sont. Et je voudrais les saluer aussi parce que c'est important. Et quand je me déplace, et j'ai eu l'occasion, malgré la crise Covid, de faire de nombreux déplacements. Là, je reviens d'un déplacement en Asie centrale, en Ouzbékistan et au Kazakhstan. J'ai toujours à cœur d'aller saluer les équipes consulaires, les équipes d'ambassade, parce que notamment dans la crise Covid, ils ont fait merveille, soit pour rapatrier nos compatriotes quand c'était nécessaire, soit pour essayer de leur trouver des solutions aux problèmes que vous avez évoqués qui sont fort justes. Troisièmement, il y a dans un certain nombre de zones, les pays en voie de développement notamment, des dispositifs Proparco pour les entrepreneurs spécifiquement, avec des garanties dites ARIS qui permettent de garantir les entreprises pour un certain nombre de financements. Alors, c'est très technique, mais c'est très utile. Et les pays, notamment en Afrique, qui accueillent des entreprises dirigées par des Français, sont des pays dans lesquels ces garanties peuvent s'appliquer. Enfin, l'a rappelé Anne, nous essayons de trouver des dispositifs qui, d'une certaine façon, contournent la problématique du fait de ces entreprises qui sont installées dans des pays avec un droit local qui ne nous permet pas légalement de pouvoir offrir les mêmes accompagnements qu'aux entreprises françaises qui sont installées en France et de droit français. Et donc, nous avons par exemple sur les VIE, ce programme qui est si important et qui est si utile pour les entreprises et pour les jeunes. Vous savez, c'est des volontaires internationaux en entreprise, des jeunes qui pendant 2 ans mettent leur talent, leur expérience, leur formation au service d'une entreprise. Et donc, ces VIE maintenant vont pouvoir être ouverts aux EFE parce que nous avons soutenu l'initiative portée par les conseillers du commerce extérieur de la France et les chambres de commerce et d'industrie à l'international pour bâtir une nouvelle structure, pour créer une nouvelle structure porteuse de ces VIE pour le compte de ces entreprises. Alors, évidemment, ça ne répond pas à toutes les problématiques des entreprises, loin s'en faut, mais ça démontre notre volonté, d'une manière ou d'une autre, d'apporter des réponses concrètes aux entreprises qui sont de droit local. Pour ces jeunes, que vous avez évoqué, je pense qu'un des moyens aussi, c'est de pouvoir avoir l'information de ce qui sont les secteurs porteurs dans le pays.
et cette information, elle peut venir par les ambassades. Sachez qu'on a mis des moyens nouveaux pour permettre de collecter une information riche pour les entreprises françaises qui exportent, mais donc qui peut être utilisée aussi par ces jeunes français qui cherchent une activité dans les pays dans lesquels ils sont installés. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci. Oui, je souhaite intervenir, merci. Merci de ce témoignage japonais. Je rappelle aussi, parce qu'il y a beaucoup peut-être de nouveaux autour de la table, que cette alliance et cette liste commune, elle date de 2014 au Japon. Donc on n'avait pas attendu pour se regrouper. Et puis je salue Alexandre, tant que j'y suis. Je rappelle à Monsieur le Ministre que c'est bien le Parlement qui a voté les 50 millions, à tout bien tout honneur, quand même, en juillet 2020. Il me semble que c'est ça l'ordre constitutionnel. Donc effectivement, nous avons réussi à convaincre le ministre au cours du mois d'avril et mai, avec mes collègues Anne, Samantha, etc., qu'il fallait que ça ne soit pas des prêts, mais que ça soit bien des aides. Et nous avons convaincu nos collègues de la France de l'intérieur de voter ces crédits, qui sont des crédits absolument historiques. Ce qui m'intéresse dans la question qui a été posée, c'est le fait que nous avons des élus entrepreneurs et que c'est important. Et beaucoup de conseillers consulaires sont également des entrepreneurs et font partie de ce monde. Et je crois, Monsieur le Ministre, que évidemment, je vous ai accompagné souvent en Pologne, etc. Vous avez ce regard, et c'est très très bien. Je crois que nous mettons le point là sur un petit bémol qu'il faudrait nous aider à transformer, c'est que le regard de l'administration consulaire sur les élus consulaires, sur ces sujets-là, n'est pas toujours aussi idéal. Nous avons, avec grand bonheur, réussi à faire passer un amendement dans la loi sur l'APD pour qu'effectivement les conseillers consulaires soient de droit membres du Conseil de développement, donc ça concerne les pays où Proparco est engagé, mais je connais, moi, des conseillers consulaires entrepreneurs qui s'engagent dans l'aide aux jeunes, dans tout ce travail qui vous est utile et que vous avez très bien décrit et que vous suivez avec beaucoup d'attention, qui le font, disons, un petit peu en parallèle avec le poste consulaire, qui considère que c'est plutôt son travail à lui en tant qu'administration. Ce rapport entre l'élu français à l'étranger et le poste consulaire, nous avons encore à le fluidifier dans certains endroits et à ce que ça devienne vraiment un élément de la feuille de route du poste de travailler avec les élus locaux comme un sous-préfet travaille avec ses maires. Voilà, je voulais juste faire cette petite remarque par rapport au témoignage de Jean-Marc Lissner. Et j'en profite du coup pour dire que Frédéric a tout à fait raison. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est bien sûr le Parlement qui vote le projet de loi de finances. Et c'est vrai que les élus, les députés des Français installés à l'étranger sont les porte-voix et les porte-drapeaux et les défenseurs acharnés des spécificités des Français installés à l'étranger. Et donc, tu as raison de mettre, Frédéric, à l'honneur ton travail et celui d'Anne et de toutes celles et ceux qui représentent les Français de l'étranger, notamment dans la majorité, qui font un travail remarquable. Merci beaucoup. Élise, c'est à toi. Oui, bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Mesdames, Messieurs les députés. J'avais une question qui est un petit peu sur un autre sujet. Je voulais vous demander, qu'est-ce que c'est le dépassement des clivages en politique pour vous? Voilà, c'est un sujet de thèse, ça, non? Non, ce que c'est le dépassement en politique, pour moi, c'est qu'à un moment donné, chacun a ses convictions, chacun a des idées, chacun essaie de défendre ses couleurs, nous les premiers. Nous les défendons au sein de cette majorité. Nous voulons défendre nos couleurs. Nous voulons avoir le plus d'élus dans les élections qui arrivent là, pour les Français de l'étranger, parce que nous voulons que nos idées soient les mieux représentées, les mieux défendues. Mais on a besoin à un moment donné aussi de dépasser les clivages, de ne pas rester simplement sur son appartenance
partisane. Et c'est ce que nous faisons au sein de la majorité, c'est ce que nous faisons au sein de la maison commune. Frédéric rappelait la filiation très ancienne du MoDem, avec un certain nombre d'anciens qui ont constitué finalement le corpus politique de cette famille politique. Eh bien, nous sommes issus de la droite républicaine, nous sommes issus, par exemple, de l'UMP. Agir a été créé il y a 3 ans sous je dirais, la protection d'Alain Juppé et de Jean-Pierre Raffarin, qui étaient présents à notre congrès fondateur. Nous nous revendiquons de ces pères fondateurs de l'UMP qui ont toujours à la fois défendu avec force les valeurs et les idées de la droite et du centre droit, et qui ont toujours été très clairs avec le Front National et qui ne transigent pas avec les valeurs républicaines. Et pour autant, nous voulons être constructifs, c'est-à-dire nous voulons travailler avec celles et ceux avec qui nous partageons énormément de valeurs, avec qui nous avons la ferme volonté de transformer le pays pour le rendre plus prospère, plus juste, plus équitable, qu'il rayonne davantage à travers le monde et qu'il puisse mieux défendre la lutte contre le réchauffement climatique, que nous puissions, réduire les inégalités, être finalement un pays dans lequel il fait encore davantage bon vivre. Nous voulons finalement être rassemblés autour de quelque chose qui est plus fort que tout, plus fort que l'appartenance partisane, plus fort que les partis politiques, qui est notre pays. Voilà. La droite républicaine dont je suis issu a aussi comme est né, si je puis dire, le gaullisme, les gaullistes. Et nous avions dans notre ADN cet enseignement du gaullisme qui est de dépasser les clivages partisans au service de l'intérêt général. C'est lui-même, le général de Gaulle, qui avait théorisé ça. Et donc aujourd'hui, je suis absolument convaincu que c'est ce qu'attendent nos compatriotes, qu'on nous défendions nos idées, nous soyons fiers de les défendre, nous ne les mettons jamais dans nos poches, mais qu'en même temps, nous puissions sortir de l'esprit clanique, de l'esprit partisan au service de l'intérêt général. Merci. Merci. Alors, j'ai Frédéric Petit qui a aussi levé la main, Véronique et ensuite Anne qui veulent intervenir. Merci, je m'excuse d'insister, mais c'est évidemment un sujet qui me passionne. Je trouve que c'est très symbolique que ce soit Alain Juppé qui ait parrainé la création d'Agir, hein, ce que vient de rappeler Franck. Hein, c'était quand même on voit bien que c'est un débat, et Alain Juppé est quelqu'un pour qui moi j'ai voté une fois à la primaire, hein, disons-le carrément. Alain Juppé était quelqu'un qui était un vrai démocrate, puisqu'il était capable d'écouter et puis de changer d'avis et puis de réfléchir, de revenir. Donc on voit bien que sur cette période de 20 ans, il s'est passé des choses qui sont importantes. Moi, je vais parler comme un vieux, hein. Je suis plus vieux que beaucoup d'entre vous, et je vais parler des années 80. Les années 80, moi, c'est là où j'ai commencé à arrêter de faire de la politique complètement, alors que j'étais un adolescent dans les années 70, un adolescent engagé, parce que j'en avais ras-le-bol du match droite-gauche qui a été créé dans les années 80. Et le match droite-gauche a bloqué la démocratie en France. C'est un de vos anciens ministres et le président de votre parti qui l'a dit quand il est venu à un de nos congrès au MoDem. Il a dit: moi, j'avais appris à ne pas écouter ce qu'on me disait, mais à regarder qui le disait, quand il était dans sa formation au Parti socialiste. Et c'est ça qui moi, m'a toujours bloqué. Je pense que c'est ça qui a créé les frères Kouachi, parce que moi, j'étais à cette époque-là, j'ai passé 15 ans, je travaillais dans un projet d'action sociale sur un quartier. Quand on aidait un club de sport, quand on aidait une association, la première question de tous les politiciens autour, c'était de savoir si le président était de droite ou de gauche. Alors que moi, je disais, mais il fait du bon boulot. Voilà. Et je crois que ce blocage, c'est ça qui est... Alors, les journalistes appellent ça le dépassement, le ni droite ni gauche, etc. Moi, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est la démocratie. Je suis pour le mouvement démocrate. Et la démocratie, ça nécessite le dissensus. On l'oublie. La démocratie, elle a besoin du dissensus, sinon elle arrête de vivre. Voilà, il n'y a que dans les cimetières qu'on ne se dispute pas et qu'on n'est pas d'accord. Et moi, je ne suis pas pressé d'y aller dans les cimetières. Voilà, donc je voulais rappeler ça. C'est pas des grandes phrases, c'est simplement que nous avons créé la démocratie, nous avons créé le fait d'être citoyen pour être libre, mais pour être fraternel.
Libre, ça veut dire j'ai le droit de ne pas penser comme toi, mais au fronton de la mairie, il y a aussi fraternité. C'est-à-dire, si je ne pense pas comme toi, je ne cherche pas à te détruire ou à te caricaturer ou à considérer que tu es mon ennemi. Voilà, c'est ça. Voilà. Et après, on peut appeler ça dépassement, on appelle ça comme on veut. Mais c'est ça qu'on essaye de faire, tout simplement. Et c'est pour ça que je suis, moi, après à presque 60 ans, j'ai accepté de prendre des responsabilités d'élu parce que j'avais l'impression que dans cette responsabilité, dans ce qui est en train de se passer en 2017 avec l'élection d'Emmanuel Macron, et ce que j'avais vécu dans notre traversée du désert au modem, eh ben on était sur ce champ-là, ce champ où on a le droit de pas être d'accord, mais on a le droit de rester en confrontation fraternelle. Voilà ce que j'appelle. Voilà. Merci de cette belle question, Élise, je crois. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, Véronique, à toi. Oui, merci Marlène, merci Élise. Effectivement, comme l'a dit Monsieur le ministre, c'est une thèse, donc je vais faire l'exercice répondre à la thèse en 3 secondes, mais continuer dans la lancée de ce qu'a dit Monsieur le ministre et Monsieur le député. C'est vraiment pour moi une question d'addition et pas une question de division. Voilà, donc pour résumer, c'est la possibilité d'exprimer toutes ces sensibilités et c'est pas perdre de vue ces valeurs. Je crois que tous ceux qui, comme moi, sont français de l'étranger, apprennent beaucoup du pays d'accueil. Pour moi, c'est la Norvège. C'est un pays avec une culture social-démocrate et une culture de beaucoup de dialogue. Et il y a quelque chose qui se passe en Norvège que peut-être vous ne savez pas. C'est que c'est un pays effectivement très démocratique, vous le savez. C'est au haut du palmarès souvent de la liberté d'expression. Et en même temps, dans sa constitution, en Norvège, il n'y a pas de dissolution. C'est-à-dire qu'il y a des élections, tous les partis s'expriment, mettent leur avis, et ensuite ils sont élus et ils doivent se débrouiller avec ce que les électeurs leur ont remis comme mandat. Et ça veut dire que le mandat, c'est souvent une coalition, et cette coalition, même s'il y a un très gros parti qui l'amène, elle se réunit dans les premières semaines, dans les premiers mois de la mandature, qui dure 4 ans, et elle dialogue, et autour d'une culture du compromis. Elle sort un programme commun. Mon programme commun, ce n'est pas avant. En Norvège, c'est après. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué, que je ne savais pas avant d'arriver en Norvège. Et qui est étonnant parce qu'on pense que la dissolution, ça peut être en fait une démocratie sans dissolution. Ben, ça paraît bizarre, mais effectivement, ça marche et ça fonctionne très, très bien dans cette culture constante du dialogue et du compromis. Voilà, donc je voulais juste partager cette espèce de best practice scandinave. Merci Marlène. Je sais que tu as à cœur de les défendre constamment dans notre circonscription. Maintenant, Anne, tu voulais ajouter quelque chose ? Des mots rapides, je vais reprendre en termes de valeurs. Je pense que nous avons tous les mêmes valeurs, sinon nous ne serions pas ensemble dans cette maison commune. Ensuite, en termes de mode d'idées que nous pouvons proposer, il peut y avoir des nuances. Et je voudrais rebondir sur 2 valeurs que Frédéric a citées tout à l'heure, qui sont la loyauté et l'exigence, dans lesquelles je me reconnais tout à fait. Et à titre personnel, moi, les valeurs avec lesquelles notamment j'ai élevé mes enfants, c'est l'indépendance, le respect et le dépassement de soi. Vous voyez, la notion de dépassement y était déjà. Pour moi, c'est pour être capable d'aller un peu plus loin que sortir de ma boîte finalement et faire un petit peu plus que ce que j'avais imaginé. Et à plusieurs, l'intelligence collective, ça donne de très, très beaux résultats. Donc voilà un petit peu comment je conçois le dépassement de soi et ajouter également que comme parlementaire, il faut avoir en tête qu'en réalité, nous portons beaucoup d'idées, d'ailleurs, dont certaines viennent de vous. Et puis, la dure vie d'un parlementaire, si je puis dire ça, y compris la majorité, c'est en réalité de perdre beaucoup d'arbitrage. Mais ce n'est pas grave. Mes valeurs sont toujours là. Il y a des choses que je porte qui n'ont pas fonctionné. Mais d'abord, je me dis que je sème une graine, que petit à petit, l'idée fera son chemin, que peut-être un jour, elle sera reprise. Donc, le dépassement de soi, c'est aussi le dépassement des clivages. C'est aussi être capable de dire, bon, bah, ce n'est pas mon idée qui a été prise, c'est celle d'un autre membre de la maison commune. Et alors, ce n'est pas grave, ça ne nous empêche pas d'avancer ensemble. Et en aucun cas, ça ne remet en question nos valeurs communes. Et ça, c'est très important. Si je peux rebondir, Anne, ce que tu viens de dire est absolument clé. Et notamment quand on est intéressé par la politique, on a envie de s'engager, c'est un élément qu'il faut savoir intérioriser, comprendre, s'approprier. C'est qu'on défend des idées, on a des convictions, mais voilà, c'est la règle de la démocratie. Ou alors on est en dictature et on est le dictateur, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. En démocratie, il faut à un moment donné
rassembler des personnes qui n'ont pas exactement la même idée que vous, avec lesquelles évidemment vous partagez l'essentiel, mais vous allez réussir à convaincre progressivement, à accepter que l'autre finalement à un moment donné va avoir son idée qui sera celle qui sera reprise, mais en même temps d'essayer de le convaincre que la vôtre est peut-être meilleure, et bref, faire ce travail de fond, de conviction, avec aussi cette idée d'accepter que tout ce que vous revendiquez, tout ce que vous souhaitez ne se réalise pas forcément. C'est difficile, parce que quand on est engagé politique, on a envie que ces idées portent, on a envie d'être acteur plutôt que spectateur, mais pour autant, il faut accepter de travailler avec d'autres, et que pas systématiquement, ce sont vos idées qui sont celles qui sont retenues. Et je dirais, c'est d'autant plus important quand on est cette détermination à continuer malgré les difficultés, à revendiquer, à défendre ses idées, à faire des propositions, quand on est les représentants des Français de l'étranger. Parce que c'est vrai que c'est difficile d'expliquer, quand on n'est que quelques-uns, les spécificités de l'étranger aux autres collègues qui représentent nos compatriotes dans les territoires hexagonaux ou ultramarins. Et donc, il faut d'autant plus de détermination, d'autant plus d'enthousiasme, d'autant plus de force de conviction. Et je dois dire que Anne, bien évidemment Frédéric, je pense évidemment à Mjid El Guerrab, qui est membre du groupe Agir Ensemble à l'Assemblée nationale, et qui est lui aussi, comme vous, un député qui se bat en permanence pour faire remonter les réalités des Français installés dans sa circonscription, et bien sûr tous les autres députés de la majorité. Vous êtes, je dirais, intarissables sur les réalités de votre territoire et de celles et ceux que vous représentez. Et cette force-là, elle est absolument nécessaire pour la majorité, et je voulais vraiment vous remercier pour ça. C'est une très belle démonstration de ce qu'est l'engagement politique aujourd'hui. Bravo, Anne. Merci, Monsieur le ministre. Alors, je vais passer une dernière question à Jean-Marc. Si tu peux être très concis, parce qu'il nous reste très peu de temps. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Donc, juste une dernière question pour le ministre. Alors, moi, je suis au Japon, et donc je vends des vins français au Japon. On travaille beaucoup sur l'image de la France. Avec la crise, bon, juste ce que vous aviez expliqué, c'est que l'image de la France s'est bien améliorée avec le président Macron. Maintenant, après cette crise, quelle est l'image de la France, et comment nous, en tant que conseil des Français de l'étranger, on peut défendre cette image et surtout aider à l'attractivité de la France? Eh bien, écoutez, d'abord, vous vendez des vins et spiritueux au Japon. Sachez que nous avons mis en place un dispositif par Business France qui s'appelle, vous l'avez sûrement vu, une e-vitrine sectorielle sur les vins et spiritueux, ce qui permet à des producteurs de partout en France de mettre à disposition leurs produits pour justement des distributeurs dans les différents pays qui auraient besoin d'avoir un point d'entrée facile pour avoir accès à des produits français, notamment dans les vins et spiritueux. On a la même pour l'agroalimentaire et pour les cosmétiques. Et puis, on a mis en place des corners dans différents marchés numériques pour mieux valoriser la présence des produits français. Je ferme la parenthèse. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Anne. Je crois vraiment que cette communauté française, notamment d'entrepreneurs, qui soient de grands groupes, qui soient de PME, qui soient de FE, donc de Français qui ont créé des entreprises de droit local, eh bien, il faut davantage échanger, davantage discuter ensemble. Et je vais essayer avec vous, bien sûr, avec les conseillers consulaires qui seront élus, avec les conseillers du commerce extérieur de la France, avec les postes, essayer de trouver les voies et moyens pour mieux fédérer, mieux animer la communauté française à l'étranger, cette Team France Business à l'étranger, pour qu'il puisse y avoir davantage de connexions et davantage finalement de capacité à véhiculer la marque France, véhiculer les valeurs de la France, véhiculer les produits et les services français. Je crois vraiment que c'est un élément clé. Nous devons arriver à mieux démontrer que la France est partout présente à l'international, alors que nous savons qu'elle l'est. Il faut davantage le faire savoir. Et puis, je pense qu'il faudra relayer ces campagnes de communication. C'est justement un outil qu'on va pouvoir vous mettre à disposition
dont il va falloir que vous vous saisissiez et que vous relayiez. On va évidemment avoir des supports vidéo, mais il y aura aussi des supports physiques qui permettront de valoriser la France, ses savoir-faire, son histoire, ses talents, son audace. Je crois qu'un des traits qui représente le mieux la France d'aujourd'hui, d'hier et de demain, c'est l'audace. Capacité à toujours, face à l'adversité notamment, à faire preuve d'audace, d'agilité, d'innovation, de ne pas accepter l'inacceptable et de prendre nos responsabilités pour surmonter les défis. Cette audace française, eh bien, il faut qu'on puisse la valoriser davantage. Et avec cette campagne de communication et cette meilleure fédération des énergies business à l'international, je crois qu'on pourra le faire. Et je compte sur vous. Merci, on le fait d'ailleurs. Merci. Oui, je sais, vous êtes formidable. Bon, merci beaucoup. Je dois conclure malheureusement cet échange. Je tiens à remercier Monsieur le ministre, le député Frédéric Petit, Véronique, Jean-Marc, Élise et Anne, bien sûr. Et je vais laisser la parole à Anne qui va sans doute présenter la suite de cette journée. Bonne journée à vous. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Marlène. Des échanges extrêmement intéressants. On aurait pu continuer d'ailleurs fort longtemps, tant il y a à dire et à promouvoir à la fois d'un côté la marque France et de l'autre côté le dépassement de soi en politique.